ce topo, c'est de discuter sur la responsabilité de la gauche institutionnelle, mais en fait des différentes compositions de ce qui est la gauche, ou les gauches de gouvernement, et d'amener sur une discussion à la fois sur des situations qui peuvent être un peu différentes en fonction des pays et même d'exécutifs locaux. Pour ce qui est de la situation française, et un peu en creux de discuter pour nous quelle est la politique des révolutionnaires, le rôle des révolutionnaires pour combattre l'extrême droite. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, quelques remarques, exemples sur l'attitude qui a été celle de la gauche réformiste en France il y a tout juste un mois, pendant les émeutes, où on avait plusieurs positions qui sont exprimées. Celle qui a été la plus mise en avant autour de Mélenchon et de la France Insoumise, qui visait à dire, après l'assassinat de Naël, que ce qu'il fallait réclamer, c'était une police qui soit une police républicaine, une bonne police, et absolument pas une critique de la police comme une institution liée à l'État, liée à la domination des plus riches, de l'ordre social. Mais voilà, la mort de Naël, c'est parce que la police ne serait pas exemplaire et qu'il faudrait la réformer. Nous, on n'est pas rentré dans ce débat-là. Pour nous, la question, c'est pas tant est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise police, c'était la question de ces violences systémiques et de la violence qu'il y a contre la majorité de la population et les habitantes, les habitants des quartiers. Et on a vu dans l'alliance d'union de la gauche récente en France, qui est la NUPES, différentes voix s'exprimer pour aller cartonner directement cette position-là, pour dire que, pour s'en démarquer, et pour dire notamment autour du Parti Socialiste, mais aussi du PCF, qu'il fallait rétablir l'ordre et que les révoltes urbaines, les émeutes, le fait que la jeunesse des quartiers les plus pauvres en France se révolte, la réponse de cette gauche institutionnelle, c'était avant tout, il faut soit une bonne police, soit rétablir l'ordre républicain. Et quelques semaines après ce qui a été le plus grand soulèvement populaire de cette fraction de notre classe, on a vu se développer, et c'est encore un peu en cours en France, un mouvement aussi inédit dans la police, drivé en partie par des syndicats qui sont aujourd'hui des syndicats d'extrême droite. Et donc c'est un exemple que je trouvais intéressant sur un peu comment est-ce que la gauche, elle peut ou pas faire rempart à la montée de l'extrême droite, de son implantation, de ses idées. L'intitulé du topo était peut-être un peu provocateur, mais pour celles et ceux qui ont vécu les dernières campagnes électorales, la lutte contre l'extrême droite, elle est souvent utilisée comme une forme de chantage, un ralliement aux réformistes dans un premier temps, mais en fait à certains représentants d'organisations de la bourgeoisie qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre classe. Pour lutter contre l'extrême droite, il faudrait voter pour un tel ou un tel, et c'est ça qui permettrait de faire reculer ses idées, son implantation, l'influence qu'elle a dans la société. Nous, on pense tout à fait le contraire, et on va essayer d'aller au fur et à mesure un peu dans les détails, mais que pour lutter contre l'extrême droite, ce qu'il faut, c'est détruire les conditions matérielles qui permettent son expansion. Et ces conditions matérielles, c'est l'accélération de l'offensive de la classe dirigeante, c'est la casse de nos droits, c'est les offensives sexistes, racistes, homophobes, et la casse de l'ensemble des acquis sociaux qui existent. C'est un peu un slogan, mais c'est une formule qui résume en partie ce qu'on pense sur la montée de l'extrême droite. C'est que 40 ans de politique antisociale, c'est 20-25% aujourd'hui pour le Front National. On pense que c'est le désespoir qui est le terreau de cette extrême droite, et à contrario,
on a toutes et tous fait l'expérience dans des mouvements sociaux, dans des mouvements de masse, de rendre l'extrême droite bien moins audible, voire absente du débat public, politique et médiatique. Les périodes où la gauche elle a été au pouvoir, il y avait des petites blagues sur Mitterrand tout à l'heure, mais en France c'est Mitterrand à partir de 81, c'est Jospin en 97, c'est Hollande en 2012. Ça a été toujours des moments où l'extrême droite a particulièrement progressé. On pense également qu'il y a une responsabilité et un rôle des défaites du mouvement social et ouvrier dans l'espace politique qui est laissé à l'extrême droite. Et la question de fond, de polémique, de critique entre nous et la gauche réformiste, la gauche institutionnelle, la gauche de gouvernement, c'est une question stratégique et c'est le rapport qu'on a à l'État et le rapport qu'on a à l'unité nationale. On pourrait choisir pour discuter de l'unité nationale de repartir loin, de discuter de la deuxième internationale, mais moi je vais choisir de me concentrer sur les dernières années. Et pour prendre trois thèmes, trois exemples importants qui font que pour nous la politique de la gauche, quand elle est au pouvoir, elle ne permet pas et elle ne combat pas l'extrême droite, mais qu'elle peut même alimenter le désespoir qui est le terreau au développement de ces idées. Donc trois thèmes. Le premier sur les questions sociales, de salaire, d'emploi. La gauche, quand elle est au pouvoir, elle ne permet pas en fait de mieux t'en sortir à la fin du mois, d'avoir un emploi plus périn, d'avoir en fait des conditions de vie et de travail qui s'améliorent juste par l'arrivée d'un gouvernement de gauche au pouvoir. C'est le rapport à l'État et à la police. La gauche, quand elle est au pouvoir, elle réprime les mouvements sociaux. Elle ne réforme pas sa police comme elle prétend qu'il faudrait le faire. Et on a un État qui passe en force, qui détient le monopole de cette violence pour maintenir en place l'ordre social. Et le troisième thème, c'est la question du nationalisme. Qui rejoint la question de l'unité nationale et qui s'exprime particulièrement avec une actualité importante depuis 1 an et demi avec l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine et la politique de l'OTAN. Peut-être pour essayer rapidement de définir l'extrême droite, qu'est-ce qu'on entend par extrême droite et qu'est-ce qu'on entend par gauche institutionnelle. La frange sociale qui compose l'extrême droite, pour nous, c'est une partie de la bourgeoisie, aujourd'hui des secteurs qui restent minoritaires, et sa base sociale, c'est la petite bourgeoisie. Donc ce n'est pas celles et ceux qui vendent leur force de travail, mais celles et ceux qui possèdent de tout petits moyens de production qu'ils font fonctionner plus ou moins eux-mêmes. Et le rôle de l'extrême droite, c'est à la fois de renforcer l'ordre social existant, et pour ça l'extrême droite elle s'appuie sur un nationalisme exacerbé en fonction de l'histoire des bourgeoisies et des différents États-nations. Elle va défendre particulièrement le colonialisme, ce qu'il en reste. C'est un courant politique qui se caractérise par son racisme, par une politique de division de notre classe. Et derrière ce racisme se cache le fait que l'unité de classe entre les patrons et les ouvriers blancs contre les ouvriers qui n'auraient pas les mêmes origines, la même couleur de peau ou la même religion. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que l'extrême droite, elle permet la division d'une partie de notre classe et une forme d'unité derrière les intérêts de la bourgeoisie, et qu'en dernière instance, elle est utilisée pour être la roue de secours des capitalistes quand ils n'arrivent plus à maintenir l'ordre social et leur taux de profit. Il y a différents courants dans l'extrême droite. L'idée du topo, c'est pas
d'en faire la liste précise, mais la manière et ce que je vais essayer de démontrer dans le topo, surtout après des passages de la gauche au pouvoir, donc la manière dont elle s'organise, c'est autour d'organisations de droite nationale qui ont une portée de masse via les élections et le rôle qu'elles peuvent y jouer, qui sont souvent les centres de gravité de l'extrême droite. En France, c'est le FN qui est devenu le RN et aujourd'hui Reconquête, où on verra l'évolution dans dans la manière dont les cartes se redistribuent du côté de ces fachos. Dans l'État espagnol, c'est autour de Vox, mais qui a une histoire différente, qui est plus récente, qui a des succès électoraux moins importants, en tout cas si on regarde ça un peu sur le temps un peu long, quoi. Peut-être les camarades expliqueront, moi je tenterai de parler un petit peu aussi des récentes élections qu'il y a eu dans l'État espagnol. Et il y a également toute une série de groupuscules qui sont issus de traditions différentes, mais qui vont souvent s'articuler autour par rapport à l'espace qui est laissé par les organisations principales d'extrême droite. La gauche institutionnelle, quant à elle, ou en tout cas ses principaux courants, ses principales tendances qui sont différentes, qui ont des histoires différentes dans le mouvement ouvrier. Je vais prendre trois petits exemples. Il y a la gauche de gouvernement dite social-démocrate, dont l'axe principal, c'est la gauche qui a été le plus aux affaires et qui a été dominante, hégémonique dans la gauche réformiste en France et ailleurs. Son axe principal, c'est de dire qu'il faut une société plus juste, et que pour qu'il y ait une société plus juste, cette société, elle doit être administrée différemment, mais qui s'appuie peu, pas, ou même qui s'oppose aux mouvements sociaux. Ce qui se développe depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle le courant populiste de gauche, donc qui est représenté en France par la France Insoumise, mais je crois qu'avec des nuances, mais que Podemos dans l'État espagnol fait partie de ce courant au sens large. C'est un courant qui dit que pour changer les choses, il faut une révolution, un changement d'ordre social, mais que cette révolution, elle sera par les urnes, une révolution citoyenne, avec au centre de leur programme et de leur stratégie une critique institutionnelle, le changement des institutions. Bon, en France, c'est la 6e République. Donc voilà, c'est ça la stratégie mise en place par ce courant. Et il existe également, alors à des échelles différentes, mais des résidus du stalinisme qui souvent tentent de peser et de s'intégrer à ceux qui sont les plus hégémoniques. L'exemple français, c'est autour de Roussel, qui à la fois fait partie de cet accord électoral qui est la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPS, mais qui, pour se démarquer, et ça en devient de plus en plus caricatural, voilà, fait des sorties identitaires, réactionnaires, qui parfois n'ont rien à rougir par rapport aux idées les plus réacs de la société. Mais ce qu'ont en définitive en commun l'ensemble de ces courants, qui parfois sont amenés à gouverner ensemble, c'est leur rapport à l'État, c'est-à-dire qu'ils veulent gérer l'État, et pour ce faire, ils rompent avec la question de l'indépendance de classe. Quand la gauche elle est au pouvoir, donc c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ça correspond au moment où l'extrême droite a le plus de croissance. L'union de la gauche en 81 autour du programme commun, donc l'alignement des organisations du centre-gauche au Parti communiste derrière le Parti socialiste, elle correspond à un moment où en fait le Front National est tout petit. Il est créé depuis une dizaine d'années, mais en 1980, le FN, c'est 270 adhérents seulement. Et en 84, aux élections européennes, il va quand même réussir à faire 2,2 en 80.
80, ils ont 270 adhérents, et en 84, ils font 2 millions de voix aux élections européennes. Et 84, ça correspond à un an et demi après le tournant de la rigueur, le moment où en fait le gouvernement d'union de la gauche va faire le choix d'appliquer une politique d'austérité et de tourner le dos au programme sur lequel il a été élu par réalisme économique. Donc c'est à la fois cette politique austéritaire, le début du discours sur la crise économique et sur la relance des taux de profit, la déception vis-à-vis de cette gauche du gouvernement, mais également le recul du mouvement ouvrier et une certaine surenchère sur les questions liées à l'immigration. Je vais prendre deux petits exemples sur ça qui sont un peu connus. Quelques mois avant l'élection de Mitterrand, il y a un foyer de travailleurs immigrés qui est déplacé dans le 94, où il est décidé de le mettre à Vitry. Vitry, c'est un maire PCF, et lui, il explique que sa ville, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que c'est pas normal que ce soit dans les communes déjà pauvres qu'on installe le plus de travailleurs pauvres. Et il ne va pas seulement le dire avec sa bouche. C'est le 24 décembre 1980, il va venir avec une délégation d'élus et un bulldozer. Ils vont rentrer dans ce foyer qui était composé majoritairement de travailleurs maliens, et ils vont couper l'ensemble des fluides, l'eau, l'électricité, le gaz, et ils vont faire une petite démonstration avec un bulldozer où ils vont casser l'entrée du foyer. Et ça va être quand même un moment un peu marquant sur la capacité de cette gauche réformiste institutionnelle à défendre l'ensemble de notre classe et à caresser dans le sens du poil ce qu'il y a de plus dégueulasse, réactionnaire, raciste comme préjugé au sein de notre classe. Quelques années après, le Premier ministre de l'époque, qui est au Parti Socialiste, face à une grève importante dans l'automobile, je crois que c'est en 84, il y avait eu un topo l'année dernière sur cette grève, il va déclarer, donc en parlant de ces grèves, que les travailleurs immigrés sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. Donc voilà, en 86 c'est les élections législatives et c'est donc à l'époque il y avait encore la proportionnelle, et c'est la première fois que l'extrême droite rentre au Parlement avec 36 députés. Voilà, et ça correspond au moment où donc la gauche au pouvoir a mené une politique antisociale, et où ça correspond également au délitement. Ouais. Ouais. Dont Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, avance rapide en 97, c'est un président de droite qui est au pouvoir, c'est Jacques Chirac. Il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une meilleure majorité. Il réussit tellement bien que c'est donc une nouvelle mouture de l'Union de la gauche qui s'appelait la gauche plurielle qui gagne les élections. Et c'est le gouvernement Jospin qui va être le gouvernement qui va le plus privatiser, plus que les gouvernements de droite, qui ne va pas arrêter les expulsions de sans-papiers, au contraire redoubler d'intensité. Et en 2002, Jospin il n'atteint pas le deuxième tour, et c'est la première fois qu'on a l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, qui atterrit au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec quand même pour la base électorale qui a pleine d'illusions, mais qui est de notre camp social, quoi, qui votait socialiste, qui votait pour la gauche plurielle. Le constat quand même que ce gouvernement n'avait pas fait changer la situation. Voilà.
En 2012, on a Hollande qui arrive au pouvoir, donc c'est le retour du Parti socialiste aux affaires, dans la gestion des affaires capitalistes. Et pour le dire un peu rapidement, c'est Hollande qui met en place la loi travail, donc qui est ce qui permettra un boulevard derrière dans les différentes attaques libérales et austéritaires contre le droit du travail. C'est une loi qui permet en fait des accords d'entreprise qui soient de moins bonne qualité que l'ensemble des conventions collectives. Et c'est un gouvernement qui va briller par la répression de ce mouvement social. Et ce qu'on lui doit également à ce gouvernement, c'est qu'il y avait un jeune type qui d'abord était conseiller de François Hollande à l'Élysée, qui sera ensuite ministre de l'économie et qui s'appelle Emmanuel Macron et qui est au pouvoir depuis 2017. En 2017 et en 2022, on se retrouve à nouveau avec un Front National au deuxième tour. Je parlerai ensuite, mais un peu plus tard, de la question du barrage électoral. Et aujourd'hui, donc dans l'État espagnol, les élections avaient lieu en juillet et on a une montée en puissance, une ascension importante de l'extrême droite Vox qui s'est alliée à la droite plus classique et qui, même si elle n'a pas réussi à accéder au pouvoir, parce qu'il y a eu un sursaut en fait pour lui barrer la route en votant pour les différentes composantes de la gauche, elle en ressort renforcée avec une audience plus importante et le gouvernement uni PSO-Sumar aura toute difficulté à mettre en place une politique qui ne soit pas une politique pro-patronale et favorable à notre camp social. Donc pour résumer, la gauche, quand elle est au pouvoir, en fait, le fait de devoir gérer les affaires des riches, des patrons, ça fait qu'elle est obligée par les lois du marché, par les lois de la concurrence entre les différentes bourgeoisies, de mettre en place une politique de droite, une politique libérale, une politique austéritaire, et ce qui est aussi le pendant de l'accession au pouvoir de ces composantes, donc de la gauche institutionnelle, c'est que le mouvement social il va beaucoup moins se confronter aux patrons, au gouvernement, qu'une partie du mouvement ouvrier va tenter de l'influencer sans lutter. Bon, on va en parler ensuite. À certains moments, il n'y a pas besoin d'avoir la gauche au pouvoir pour que ce soit la stratégie des directions du mouvement ouvrier. Mais c'est des moments qui vont rimer avec, particulièrement avec l'atonie du mouvement ouvrier, même où ces différentes courroies de transmission elles vont freiner les mobilisations, où l'appareil d'État va encore plus absorber les différentes composantes du mouvement ouvrier et social dans des négociations et dans le dialogue social. Bon, quand la gauche elle cherche à conquérir le pouvoir par les institutions, par les élections, on a aussi 2-3 choses à dire sur ça. Je sais pas comment le dire, le fait que le mouvement ouvrier soit moins influent, encadre moins la classe, ça laisse de la place à l'extrême droite, même si elle ne prend pas cette place directement. L'extrême droite, elle ne va pas encadrer de la même manière sur les lieux de travail, dans les quartiers, dans la jeunesse que pouvait faire le parti communiste avant. Mais ça laisse place à un sentiment d'impuissance et de recherche de fausses solutions pour comprendre la misère sociale. Mais nous, on pense particulièrement que la gauche, le fait de dire que la seule manière d'inverser la vapeur, d'inverser les dynamiques, c'est de voter tous les 5 ans pour esquiver des kilomètres de manif. Ça laisse un certain champ libre et ça ne joue pas le rôle de mise en mouvement de notre camp social. D'un point de vue syndical, la question d'aller toujours chercher, de négocier
y compris quand tu as un rapport de force assez faible. On pense que c'est quelque chose qui est responsable directement des défaites des différents mouvements sociaux. L'exemple qu'on a vécu en France, nous, pendant plusieurs mois autour du mouvement contre la réforme de retraite, il est particulièrement parlant. C'est-à-dire que l'ensemble du calendrier de la gauche syndicale, il était calqué sur le calendrier parlementaire. C'était à quel moment il y a une niche parlementaire qui permettrait peut-être d'empêcher au Parlement le passage de la loi sur les retraites. Et même ce qui termine d'enterrer ce mouvement, c'est au moment où la France insoumise, elle pèse de tout son poids pour dire qu'il y a une proposition de loi qui va être déposée et qui permettra d'annuler cette réforme, alors que c'est un mouvement qui a été marqué par le fait qu'il soit particulièrement ancré, par des manifestations massives, par des embryons de grève reconductibles dans plein de secteurs, y compris des secteurs stratégiques comme dans l'énergie. Donc voilà, sur le rôle de cette gauche réformiste dans les mouvements sociaux et de manière un peu plus générale, son atonie. Le fait qu'elle prenne peu d'initiatives, ça laisse un espace politique important pour le confusionnisme, pour certains secteurs de l'extrême droite. Nous, l'exemple récent en France, c'est l'exemple du mouvement, du pass sanitaire et des réactions populaires par rapport à ça, où il n'y a eu en fait aucune prise d'initiative pour dire que c'était un pass qui permettrait les licenciements, qui cachait le fait que les hôpitaux soient détruits et ne soient pas en capacité de gérer la crise sanitaire. Voilà, le fait que la gauche refuse d'intervenir dans ces mouvements-là, ça laisse aussi une place importante à l'extrême droite. Et pendant les périodes électorales, l'incapacité de la gauche à prendre des initiatives de rue parce qu'elle est polarisée par la question électorale sur le fait de convaincre qu'il faut absolument voter pour telle ou telle organisation qui, une fois que tu auras voté pour elle, va gérer au mieux les affaires, fait qu'il y a eu donc ces incapacités à prendre des initiatives et le développement toujours important d'une partie de la gauche qui cherche à reconquérir l'électorat d'extrême droite en faisant toute une série de concessions importantes sur la question du protectionnisme, mais également en mettant de manière volontaire de côté certains thèmes liés à la lutte contre les oppressions et à l'État répressif. Et la stratégie, ça pèse beaucoup dans ces périodes électorales, y compris ça pesait dans ce qu'était le NPA avant notre 5e congrès, c'est que par rapport à la montée de l'extrême droite, ce qu'il faudrait faire, c'est faire le barrage électoral. Donc ce barrage électoral, il se fait souvent un peu en deux temps, quoi. Le premier temps, c'est le premier tour des élections. Il s'agit de voter pour la force de gauche la mieux placée, celle qui est en passe de devenir hégémonique. Donc aujourd'hui, c'est pour la France, c'était donc la France insoumise, mais c'est souvent des alliances de la gauche réformiste radicale jusqu'à ceux qui ont exercé le pouvoir, y compris récemment. C'est ça la NUPS, hein. Il fallait également faire barrage aux élections législatives, mais ça a été à la fois l'alliance de, on va dire, la gauche la plus radicale autour de Mélenchon, mais jusqu'au Parti socialiste qui était responsable donc de la loi travail, de l'expulsion de milliers de sans-papiers, etc. Et ce chantage au barrage électoral, il se fait également au deuxième tour, et là de manière encore plus interclassiste. Il s'agit de voter pour le candidat bourgeois le moins réactionnaire, et l'impact directement que ça a sur cette gauche réformiste et comment ça infuse dans notre camp social, dans ces organisations, mais bien plus largement dans ce qu'elles influencent.
c'est le fait de se diluer, de s'adapter. À ce rapport de force électoral et de donner toute une série d'illusions. Donc nous on pense que la gauche réformiste elle donne des illusions dans comment est-ce que tu peux changer le monde, dans comment tu peux conquérir le pouvoir, mais on pense qu'elle donne beaucoup d'illusions sur comment est-ce que tu luttes contre l'extrême droite. Et en plus de ça, c'est particulièrement inefficace. C'est-à-dire que, bon, si on reprend l'exemple français, le barrage il a été fait en 2002, en 2017, en 2022. C'est pas ça qui empêche la bourgeoisie et ses représentants de s'inspirer d'une partie des idées réactionnaires de l'extrême droite et de les mettre en place. Et c'est pas ça surtout qui empêche l'extrême droite de grandir. C'est-à-dire que d'élection en élection, l'extrême droite elle a plus de force, plus de structure et de structuration et plus d'influence dans la société. L'exemple par rapport à ça, c'est le débat qu'il y avait eu entre Darmanin, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est un peu le représentant de l'aile droite du gouvernement, face à Marine Le Pen, et qui, pour combattre l'extrême droite, l'attaqua en lui disant qu'elle était un peu molle sur les questions de lutte contre la délinquance et sur l'immigration. Et c'est ce même Darmanin qui est en première ligne pour mettre en place la loi sécurité globale, qui donne plus de pouvoir à la police et qui vient restreindre toute une série de libertés individuelles et collectives, et qui a pour projet, là, à la rentrée, de mettre en place le second volet de la loi asile-immigration, qui restreint en fait les conditions d'accueil et les conditions de vie de toute une série de travailleuses et de travailleurs immigrés. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que c'était voilà, qu'on était qu'on avait une critique importante des institutions et de la gauche institutionnelle, parce qu'elle veut gérer ces institutions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes militantes et militants révolutionnaires, qui voulons arracher le pouvoir à la bourgeoisie, et pas juste nous les militants, mais que notre classe, la classe ouvrière, elle arrache le pouvoir à la bourgeoisie pour mettre en place une autre forme de société, une autre forme de pouvoir. Bon, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'extrême droite, qui reste un ennemi important, nuisible, dangereux pour notre classe, hein. L'extrême droite, c'est les premiers à aller attaquer les piquets de grève, à attaquer les blocages dans les universités, à attaquer certaines manifestations ou certaines organisations du mouvement ouvrier, hein. Je disais au début que les moments où la bourgeoisie elle a besoin d'un État encore plus fort pour maintenir son pouvoir, et elle fait appel à l'extrême droite pour venir détruire ce qui reste du mouvement ouvrier, des révoltes populaires. Bon, une fois qu'on a dit ça, quel est le rôle des révolutionnaires? Le premier élément, et ça a des répercussions dans tout ce qu'on fait, et donc bien sûr sur la lutte contre l'extrême droite, mais pas seulement, c'est la question de l'indépendance de classe, dans ce qu'on met en place, et y compris dans la manière dont on lutte contre les divers degrés de l'extrême droite, des plus fascistes à l'extrême droite dite institutionnelle, la droite nationale. On garde une politique d'indépendance de classe. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'allier avec n'importe qui. On ne pense pas qu'en s'alliant à des secteurs de la bourgeoisie dite progressiste, c'est ça qui permettra de faire reculer les idées et l'implantation de l'extrême droite. L'ensemble de notre politique donc est réfléchi par rapport à ça, la question de l'indépendance de classe, la question du front unique, qui a été une question qui a été beaucoup débattue en interne du NPA cette année, souvent de manière caricaturale, mais qui pour nous reste un fondamental important. Le front unique, donc chercher l'unité d'action la plus large de notre camp social, et pour cela s'allier avec d'autres organisations, y compris réformistes, parce qu'on ne pense pas que seuls les révolutionnaires peuvent mettre en action notre camp social, mais ça, on pense que ça se fait à partir d'une implantation, à partir d'une politique de regroupement des militantes et des militants, des luttes et des mobilisations. Et on n'a aucune illusion
sur une traduction de ce front unique pour l'action de manière électorale. On ne pense pas qu'il faille se diluer dans la NUPS en France, mais en fait dans des accords électoraux avec la gauche institutionnelle pour essayer de rougir cette gauche réformiste et que ça permettrait par les élections, par le fait de peser de cette manière, dans ces contextes-là, pour lutter contre l'extrême droite. On ne pense pas que le front unique, y compris contre par exemple une initiative de l'extrême droite, une manifestation, un meeting, il suffirait d'aligner des logos sur un papier pour que de manière automatique ça donne confiance à notre camp social. On pense que ça se fait sur des mots d'ordre et sur des objectifs pratiques. C'est-à-dire que nous, quand on met en place, et on a quelques expériences, et on pourra peut-être en parler dans le débat, sur des contre-sommets, des contre-manifestations, des contre-meetings, des contre-rassemblements face à l'extrême droite. On le fait aussi sur des objectifs pratiques qui sont, dans le meilleur des cas, faire en sorte que ces initiatives d'extrême droite ne se tiennent pas, et en tout cas de les perturber au maximum. Et pour ça, la manière dont on va rechercher l'unité autour de nous, elle se fera aussi par rapport à ces objectifs pratiques. Et on pense, et que ça fait partie intégrante de la lutte contre les idées réactionnaires et contre le développement des forces sociales autour de l'extrême droite, que la question de prendre des initiatives, de résister à l'atonie du mouvement ouvrier et de pouvoir en partie l'entraîner, de faire des campagnes à visée de masse, des campagnes sur les lieux de travail, des campagnes sur les lieux où on étudie, et plus largement, c'est quelque chose de fondamental. Quand on parle de l'extrême droite, mais encore une fois, nous on ne le délie pas au reste de notre orientation politique et de notre pratique, pour nous ça induit directement le fait de prendre très au sérieux la question de l'autodéfense. Et l'autodéfense, c'est pas préparer l'ensemble de nos camarades à faire la bagarre en tout temps. Mais c'est pas seulement se préparer à ça, même si on pense que dans la situation politique qu'on vit, en fait ça nous arrive, ça va nous arriver et sûrement de plus en plus, mais c'est se donner les moyens dans ce qu'on met en place, dans les organisations de masse qu'on construit, dans les mouvements sociaux dans lesquels on intervient, quand on pousse à l'auto-organisation, que l'ensemble de ces cadres d'organisation se dotent de leur propre autodéfense, et pas une autodéfense qui soit segmentée, où il y aurait d'un côté les professionnels qui doivent défendre telle réunion, telle manifestation, telle assemblée générale, mais que ça doit faire partie des tâches intégrantes des cadres dans lesquels on intervient, que c'est bien évidemment une tâche pour notre parti et qui est une tâche politique qui encore une fois n'est pas déliée de l'ensemble de nos tâches politiques. Donc voilà, dans l'ensemble de nos tâches, on doit être en capacité de se confronter, y compris physiquement, à l'extrême droite. Et on voit bien quand on réfléchit à ces questions d'autodéfense, elles sont aussi un peu liées aux habitudes qu'on peut prendre par rapport à l'État, à la répression, parce qu'au bout du bout, l'extrême droite, elle joue ce rôle-là, ce rôle répressif. Enfin, peut-être deux petits trucs pour conclure ou ouvrir, je ne sais pas, sur ce qu'on considère être notre rôle. C'est sur la question de comment tu occupes un espace politique, là où tu es implanté, là où tu tentes d'être implanté, dans un lycée, dans une fac, dans une entreprise. La politique, elle a horreur du vide, et l'évolution de la situation, la dégradation, l'offensive patronale et la dégradation de nos conditions de travail, encore une fois, et de nos conditions de vie, sont le terreau au développement de toutes les idées réactionnaires. Et donc c'est occuper cet espace politique et incarner une forme de radicalité. Nous, on ne délie pas le fait d'avoir des campagnes de masse, et le fait également de dire qu'on est pour changer la société, qu'on est pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie.
Et on pense que c'est la mise en mouvement de notre camp sur ses propres intérêts matériels qui fait reculer les idées d'extrême droite et qui, y compris, permet de confronter ces groupes-là. Enfin, voilà, le fait d'avoir des campagnes larges, ça qui permet aussi de confronter l'extrême droite. Deux petits exemples sur ça qui sont des exemples dans la jeunesse en France, à Nanterre et à Grenoble, la ville où je milite. Où on s'est confronté avec des groupes d'extrême droite lors d'élections étudiantes. Et les élections, en fait, on les faisait pas sur la base de votez pour nous pour faire barrage à l'extrême droite. On disait votez pour nos listes syndicales. C'est deux villes où on dirige. L'UNEF, un des syndicats étudiants, on disait il faut voter pour notre liste contre la précarité étudiante, contre la sélection, contre la politique gouvernementale. Et c'est dans la manière dont on s'adressait largement aux étudiants qu'on disait également que l'extrême droite, avec différentes nuances, Nanterre c'était la cocarde, à Grenoble c'était plutôt autour de l'Uni, elle était le supplétif pour appliquer cette politique pro-patronale, cette politique anti-pauvre, anti-immigré, anti-sociale. Et donc à la fois ce qu'on faisait dans ces moments-là, c'est qu'on faisait ces campagnes-là en s'adressant largement, mais on allait se confronter également en faisant en sorte que ces organisations réactionnaires, elles distribuent le moins de tracts possible, et on essayait d'entraîner autour de nous le milieu militant, mais plus largement les étudiantes et les étudiants. Et également une partie de l'extrême gauche où nous on essayait de la polariser autour du fait de virer l'extrême droite de nos lieux d'études.